La réforme des retraites. Un groupe nominal simple, une phrase dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Peut-être même un peu trop. Déjà, en 2019-2020, M. Emmanuel Macron, président de la République, voulait totalement chambouler le système des retraites en instaurant un régime universel et unique qui fonctionnerait par un système de points. À chaque point cotisé au cours de la carrière d'un travailleur devait être reversé une certaine somme au moment de la retraite. Cela aurait entériné la mort pure et simple de tous les régimes spéciaux. Néanmoins, la mobilisation sociale et la crise sanitaire ont eu raison de la promesse électorale de 2017. 2 ans plus tard, en 2022 donc, M. Macron revient à la charge. En effet, la réforme des retraites redevient une de ses mesures phares pour l'élection présidentielle de 2022, avec en tête d'affiche le report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. L'ambition est claire, simple, limpide. Vouloir faire travailler les Français plus longtemps. Selon Macron, le système serait au bord de l'effondrement, complètement à l'agonie. Et le projet du gouvernement de Madame Borne, qui, rappelons-le, serait le porte-étendard du bon sens et de la responsabilité, serait ainsi le seul et unique moyen de sauver le système des retraites français. Malgré le retournement de veste total que constitue ce projet par rapport au programme de 2017, qui à l'époque se refusait de toucher à l'âge légal de 62 ans, cette réforme semble être la nouvelle loi phare de M. Macron pour ce quinquennat. Après plusieurs mois de négociations à Matignon, de manœuvres partisanes, de polémiques et de menaces d'emploi de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, Madame Elisabeth Borne a présenté le 10 janvier dernier le texte définitif du projet de loi. Sans surprise, l'âge de départ à la retraite a été ramené à 64 ans au lieu de 65 ans, et ce pour contenter le parti Les Républicains, dont les sénateurs essayent depuis déjà plusieurs années de changer l'âge de départ à la retraite à ce seuil précis. Par cette manœuvre politique, le gouvernement espère pouvoir faire passer son projet de loi sans avoir besoin d'utiliser une énième fois l'article 49.3. Mais alors, comment est justifié ce projet, ce choix de société? Pour la majorité présidentielle, Renaissance, Modem et Horizon, les groupes parlementaires LR et le parti d'ultra-droite Reconquête, notre système de retraite par répartition serait tellement déficitaire que cela menacerait sa pérennité et son fonctionnement. Selon le gouvernement, le déficit des retraites serait multiplié par 24 d'ici 2050 et passerait ainsi de 1,8 milliard cette année à 43,9 milliards à la moitié du siècle. De plus, cette réforme interviendrait dans un cas de justice sociale, puisqu'il prendrait en compte les congés de maternité des femmes dans les carrières longues et ramènerait une certaine égalité entre tous les citoyens en supprimant les régimes spéciaux d'ici le 1er septembre 2023, c'est-à-dire ceux de la RATP et ceux dans les industries gazières et électriques. Mais alors, quelle est la position du reste de la droite sur ce sujet? Comme dit précédemment, le parti Les Républicains, dirigé par Éric Ciotti, soutient en grande partie cette réforme, et ce grâce notamment à l'adoption des 64 ans au lieu des 65 ans comme âge de départ à la retraite. Néanmoins, certains députés du groupe LR, tels que le député du Lot, Aurélien Pradier, ont émis des réserves sur cette réforme et n'excluent pas de s'opposer à celle-ci en votant contre. Du côté de Reconquête, des personnalités telles que Éric Zemmour, Mario Maréchal ou Nicolas B soutiennent ce report de l'âge légal à 64 ans, comme ils ont pu le déclarer dans une tribune commune sur le site internet du Figaro le 13 janvier dernier. Ainsi, selon eux, le gouvernement, durant ces négociations, a dû céder du terrain et se rapprocher des positions de Reconquête. Ce report à 64 ans faisait en effet partie des mesures que défendait le candidat Éric Zemmour durant l'élection présidentielle. À cette réforme, Reconquête voudrait ajouter d'autres mesures, telles qu'une aide à la réindustrialisation, la lutte contre la fraude sociale et un soutien à la natalité. Ainsi, M. Zemmour, qui s'est présenté longuement comme le principal opposant de M. Macron durant la campagne présidentielle, soutient aujourd'hui une de ses réformes les plus impopulaires.
Toujours du même côté de l'échiquier politique, la position du Rassemblement national interroge. D'un côté, la formation de Marine Le Pen s'oppose clairement à la réforme des retraites, au point que Sébastien Chenu, député du Nord, n'a pas exclu que son parti politique pourrait participer à la mobilisation prochaine du 31 janvier. De l'autre côté, néanmoins, le Rassemblement national maintient ses distances avec le mouvement social et les syndicats et autres partis de gauche. Ainsi, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a déclaré le 12 janvier dernier, je cite, que les syndicats et les partis de gauche ont appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Ils sont comptables, complices de la mise en œuvre de la réforme des retraites. S'opposer à la réforme, tout en dénigrant ses opposants à leurs moyens d'action. Bien étrange moyen de constituer un front commun contre celle-ci, vous ne trouvez pas? Mais alors, cette réforme est-elle réellement obligatoire? Sommes-nous au pied du mur? Eh bien, pas tant que ça. Le 19 janvier 2023, le président du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui n'est d'autre que Pierre Lubrat, était auditionné par les députés de l'Assemblée nationale. Il y déclarait ceci. Les dépenses des retraites ne dérapent pas. Elles sont relativement maîtrisées, elles diminuent plutôt à terme. Alors pourquoi cette déclaration du président du COR quand le gouvernement reprend une partie de ses études pour justifier de manière légère son projet de réforme des retraites? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce conseil d'orientation développe des études anticipant jusqu'à 50 ans en avance l'état des finances de nos retraites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le feu au lac, il n'y est pas. Le déficit de 10 milliards d'euros d'ici 2025, tant matraqué par le gouvernement, comme représentant un gouffre pour les finances publiques et un point économique trop important pour la population française, se résorberait de lui-même naturellement entre 2045 et 2070, selon les hypothèses avait alors développé Pierre Lubrat. Toutefois, le COR ne table pas uniquement sur des anticipations budgétaires, mais évalue aussi la situation économique des plus âgés. Ainsi, dans son rapport de 2021, il expliquait que seulement 35,5% des plus de 60 ans équipaient d'un emploi. Cela veut dire que près de 2 tiers de nos seniors doivent survivre seulement grâce au chômage, au RSA ou encore à d'autres aides sociales. Du côté de la jeunesse, le constat est guère reluisant puisque la durée de cotisation va passer à 43 annuités. Ce qui voudrait dire personnellement que si je veux partir à l'âge légal voulu par la réforme, c'est-à-dire 64 ans, il faudrait que je cotise dès mes 21 ans. Tout en sachant que pour un jeune, la moyenne du premier emploi stable est à partir de 27 ans, en ayant ce paramètre en plus, nous partirons à la retraite qu'à partir de 70 ans avec un taux plein. Et ce, sans compter les périodes de chômage, d'arrêt maladie, bref, un vrai parcours du combattant. En n'oubliant pas qu'un enterrement coûte en moyenne 4 000 euros, quand ça veut pas, ça veut pas. D'un point de vue écologique, reculer l'âge de départ à la retraite signifie travailler plus et donc produire plus. Comprenez donc que nous allons extraire plus de matières premières et consommer plus d'énergie de sources diverses et variées, majoritairement du nucléaire en France. À une période où l'on parle de plus en plus de décroissance ou de sobriété énergétique, cela semble quelque peu paradoxal. Mais qui aurait pu prévoir le réchauffement climatique, comme dirait l'autre? Autre inconvénient écologique de cette réforme, c'est savoir où va partir l'épargne de nos retraites. Pour cela, pas de surprise. Direction les fonds de pension, les banques et les assurances. Des grands acteurs engagés dans la transition écologique, comme vous le savez bien, qui financent des projets tellement éco-responsables, comme la nouvelle mine de charbon de Lutzeral ou les projets pétroliers et gaziers de Total en Ouganda. Ensuite, ce qui choque de manière assez extrême, c'est que officiellement, la réforme des retraites ne sert pas à compenser le déficit des finances pour les retraites comme le gouvernement avait pu le laisser entendre auparavant. Officiellement, cette nouvelle réforme sert à compenser la baisse de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cet impôt sur les grandes entreprises rapportait près de 17 milliards d'euros en 2018. En 2024, il sera supprimé. Sa suppression
alors que cela servait principalement les régions, est vu comme un cadeau fiscal auprès des plus riches. Dans le projet de loi de finances de 2023, il est dit « La maîtrise de l'évolution des dépenses permise par la réforme des retraites pourra servir à baisser les prélèvements obligatoires. » À noter que cet abaissement des prélèvements obligatoires sera également dû par la réforme de l'assurance chômage et la maîtrise des dépenses de santé. Bilan. On a des personnes qui vont travailler plus sans gagner plus, des grandes entreprises qui vont voir leurs impôts et prélèvements obligatoires diminuer, et une hausse de l'âge de départ à la retraite qui va pénaliser les plus pauvres, puisque 25% d'entre eux sont morts à 62 ans et 33% à 65 ans, 3 ans plus tard. En français, on appelle ça accroissement des inégalités. Et ce, alors que d'autres pays européens taxent leurs super profits pour réduire ces inégalités-là. Mais ça, le gouvernement français ne connaît pas. Mais cette contradiction, ou hypocrisie, appelez-la comme vous voulez, ne s'arrête pas ici, puisqu'une nouvelle polémique commence à enfler ces derniers temps par rapport au budget de l'armée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle loi de programmation militaire, qui attribue le budget pour les forces armées françaises, sera dotée de 413 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. Là où le bas blesse, c'est que Macron a décidé d'augmenter cette enveloppe de 16,8 milliards d'euros par an. Étant d'origine de 295 milliards, il va augmenter de 118 milliards sur les 7 prochaines années par rapport à l'enveloppe d'origine. Pendant ce temps-là, il n'y a pas d'argent magique pour le futur déficit des retraites de 10 milliards. Allez comprendre, quand un porte-avions est mieux traité que de futurs retraités. En définitive, l'austérité budgétaire pour les retraites de nos aînés et nos retraites futures ne relève pas d'un soi-disant bon sens, mais témoigne bel et bien de choix et d'objectifs politiques s'inscrivant dans une certaine idéologie par rapport à la dépense publique. C'est un véritable choix de modèle société qui est en jeu aujourd'hui. Ici, le choix de société qui est remis en question, c'est l'engagement d'un tiers des retraités dans une ou plusieurs associations, l'équivalent de 90 000 emplois à taux plein. Ici, le choix de société qui est remis en question, c'est la garde des petits-enfants effectuée par les retraités qui équivaut à 23 millions d'heures par semaine, soit le même montant que les assistantes maternelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les retraites étaient vues comme des salaires continués. Ainsi, la retraite était calculée sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires et 10 meilleures années pour les salariés du privé. De même, ces retraites-là étaient indexées sur le salaire et permettaient d'éviter les pertes de pouvoir d'achat pour les retraités face au changement de revenus des salariés. Enfin, l'âge de départ à la retraite était légalement à partir de 60 ans. Aujourd'hui, en 2023, c'est les temps sombres. Les différentes réformes depuis les années 1990 ont réduit les pensions qui ne sont plus indexées sur les salaires mais sur les prix, augmentant de fait moins vite. De même, pour les salariés du privé, la retraite n'est plus calculée sur les 10 meilleures années mais sur les 25 dernières, aboutissant à une aggravation du taux de remplacement, c'est-à-dire l'écart entre le salaire perçu en tant que salarié et celui perçu en tant que retraité. En parallèle, depuis la réforme Balladur de 1993, la durée de cotisation est passée de 37,5 ans à 43 ans. En face, la gauche contre-attaque. Syndicats et partis politiques sont unis contre cette réforme. C'est en ce sens que le jeudi 19 janvier dernier ont été organisées dans toute la France de grandes manifestations pour s'opposer à celle-ci. Ce sont entre 1,2 et 2 millions de personnes qui ont descendu dans les rues. Par exemple, entre 80 000 et 400 000 personnes ont défilé dans les rues parisiennes. Et si l'on prend l'exemple d'une ville de province comme Rennes, ce sont 25 000 personnes qui sont allées manifester, soit l'équivalent de 10% de la population rennaise. Aussi, les syndicats n'ont jamais été aussi unis depuis près de 13 ans. En effet, la CGT, Force ouvrière ou encore la CFDT ont toutes appelé à la mobilisation contre cette réforme des retraites. Et si on veut rajouter une perspective un petit peu plus historique, si l'on prend l'exemple de la réforme des retraites de M. Juppé, la manifestation la plus victorieuse avait réuni près de 2 millions de personnes. Cela illustre d'une manière assez claire, éclatante,
le sentiment des Français face à cette réforme? L'opposition, puisque 80% d'entre eux sont contre ce projet selon Odoxa pour Challenge. Mais la mobilisation continue dès le 21 janvier, puisqu'une autre manifestation prend place à l'appel de la France Insoumise et d'organismes politiques de jeunesse, tels que celle du NPA, de Place Publique ou encore de Génération. Pour la manifestation du 19 janvier, nous étions trop courts et pas assez équipés. Pour celle du 21, nous étions prêts, nous nous y sommes donc rendus, avec comme objectif de voir si la réussite du 19 janvier prenait forme 2 jours plus tard, le 21, en amenant plus de personnes dans la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet objectif-là d'amener plus de personnes n'est pas si sûr, puisque seule la LFI parmi tous les autres partis politiques membres de la NUPES ont appelé à se rendre dans les rues samedi dernier. La gauche en ordre de bataille dispersée, une impression de déjà-vu. Et puis, quel est le sentiment populaire vis-à-vis de cette réforme? Si l'opinion publique n'existe pas pour certains, quel est le ressenti de chacun face à une réforme qui va impacter la vie de tous les Français? Oui, parce que déjà j'ai mes parents j'ai par exemple mon père qui a 60 ans, qui va bientôt, qui se retrouve à avoir 6 mois de plus avec la réforme des retraites. J'ai ma mère qui est aide-soignante, donc vous vous doutez bien que 64 ans c'est un peu compliqué. Donc j'ai ça et bon, moi je suis étudiant et donc je sais très bien que j'aurai peut-être pas forcément une retraite dans longtemps, enfin genre j'aurais peut-être 70 ans, ou c'est pour ça que je vais éviter quand même d'avoir une retraite disons je veux que ma retraite soit pas trop que je puisse la prendre assez tôt quand même, pas 70 ans, 75 ans, et je sais que si là on commence maintenant à se mobiliser, peut-être dans 10 ans ils vont nous refouler une autre réforme et que ce sera 66 puis après 68 et donc c'est pour ça que je me dis que maintenant il faut commencer maintenant. Donc j'ai des raisons familiales et aussi plus tard. Bien sûr, moi je suis à la retraite, mais je pense à tous ceux qui sont plus jeunes que moi et qui veulent accéder au même titre que moi à la retraite. Ça c'est un truc important et je pense que le report de l'âge de la retraite est particulièrement scandaleux compte tenu des richesses que le pays procure. Parfaitement, je suis une militante. Quand j'avais votre âge, je militais déjà. J'ai connu mes 68, j'avais 15 ans. Je suis une dame de 70 ans. Il y a des enfants, des petits-enfants. J'ai eu la chance de prendre ma retraite à l'âge de 52 ans et demi, avec 38 annuités. J'avais déjà subi un peu le plan Fillon, mais pas trop. Donc vous comprenez que quand je vois l'avenir de mes enfants et surtout de mes petits-enfants, ben moi je suis complètement solidaire des jeunes. J'ai des photos de moi où j'étais tout petit, où je manifestais. Non, je fais beaucoup plus de manifestations depuis peut-être 2019 avec la réforme à points. Et là, je suis allé par exemple à la marche de Paris le 17 octobre. Et là, cette semaine, j'ai fait une manif à Quimper. Et jeudi, et là, du coup, aujourd'hui. Non, il y a 2 jours, j'y étais dans ma ville, à Avranches, et on était un nombre assez important pour une toute petite ville. Et c'est relativement intéressant de voir que ici, la jeunesse est beaucoup plus importante et donc se mobilise par rapport à des sujets qui sont plus préoccupants pour eux que ce que j'ai moi. Non, je suis venue le 15 octobre pour la marche de Mélenchon. Contre la vie chère. Voilà, contre la vie chère. Je suis pour le blocage des prix, n'est-ce pas? Et pour le blocage des prix de l'énergie, c'est une honte. C'est vraiment, on a affaire à des requins qui nous prennent le peu d'argent qu'on a, qui ne nous laissent pas vivre. Moi, j'ai la chance d'avoir une retraite, comparée à d'autres, un peu confortable, parce que j'étais instite, voilà, parce que j'ai eu toutes mes annuités, parce que je n'ai pas eu de, comment on appelle ça, de ponction. Vous savez, quand vous n'avez pas toutes vos annuités, je n'ai pas eu de décote, mais bon, c'est infernal ce que vivent les gens, voilà. Bloqué, enfin c'est la grève, hein. Ça a bien fonctionné, hein. Je vois par exemple avec tout ce qui est les secteurs de l'énergie, c'est comme ça que ça a permis d'avoir des avancées sociales. Ils ont réussi à avoir par exemple des augmentations de salaire et je pense que c'est la meilleure solution, hein. C'est-à-dire que c'est de trouver un moyen de faire plancher comme ça, quoi.
c'est un problème important parce que l'unité doit être maintenue le plus longtemps possible et par tous les moyens possibles. C'est ce qui nous permettra d'aller relativement loin, mais non seulement loin, mais aussi d'avoir un rapport de force important et de pouvoir éventuellement faire reculer le gouvernement, non seulement sur ce problème-là, mais aussi sur plein de sujets, puisque ça fait déjà trop longtemps que l'on n'a pas réussi à gagner quelque chose par la mobilisation sociale. Je crois que c'est de la responsabilité, premièrement, des salariés, à leur capacité à tenir. Pour cela, il y a des fonds de grève, on ne le dit pas assez. Par exemple, moi j'ai des collègues dans l'enseignement qui se sont mis en grève et ils peuvent prétendre à une indemnité qui leur permette de tenir. C'est prévu, tous les syndicats ont des fonds de grève. Dans les syndicats moi, vous savez ce que je n'aime pas, c'est ce qu'on appelle la grève saute-mouton, c'est-à-dire qui épuise les gens dans le temps. C'est-à-dire on a fait une grève formidable hier, enfin ceux qui travaillent, qu'on a soutenu, mais il faut que cette grève soit dans la durée, mais aussi rapprochée dans le temps. Il suffirait d'une semaine de grève où tout le monde bloque. Alors bien sûr, c'est peut-être utopique, mais c'est ça qui fera en sorte que... Parce que Macron, il est trop sûr de lui, et même qu'il y a eu presque 2 millions de gens dans la rue, il reste droit dans ses bottes. De toute façon, il a été mis là pour ça. Il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Il a été élu par défaut. Et si c'était un bon président, il tiendrait compte de la volonté du peuple. Et il s'honorerait à tenir compte de la volonté. Porte à porte, mais ça dépend après si j'ai le temps. Là j'ai un peu de temps, mais... La meilleure façon de s'y opposer, c'est la grève, malgré que le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui tirent la langue et qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, puisque pour beaucoup, la fin du mois, c'est maintenant avant le 15, mais la grève reste un des moyens déterminants pour pouvoir avoir un rapport de force qui fasse reculer ce gouvernement et les capitalistes, parce que le gouvernement n'est que l'outil des capitalistes. Je le propose déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais la première étape c'est d'abord d'empêcher le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, ça c'est la première étape. Et effectivement ensuite nous on a des contre-propositions et notre contre-proposition c'est d'aller vers le retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités et c'est un projet qui est tout à fait finançable, d'ailleurs une majorité des Français le soutient et ça reste notre projet. Donc bien évidemment dans cette bataille d'abord on s'oppose au projet du gouvernement mais on fait aussi exister, vivre les propositions alternatives. Le plus longtemps possible, je sais pas, le plus rapidement possible pour gagner, donc il faut amplifier la mobilisation. Il y a eu une belle première journée de manifestation jeudi, on sait qu'il y en aura une le 31 janvier, un temps fort important, et d'ici là, il faut faire en sorte que tout ce qui puisse contribuer à alimenter la mobilisation y participe. C'est le cas de la marche aujourd'hui à l'appel des organisations de jeunesse que nous soutenons. Nous, le travail, il prend différentes formes. Il y a la bataille à l'Assemblée nationale, évidemment, et à la bataille dans la société. On organise des réunions publiques, des meetings, des points d'info retraite sur les marchés partout en France. Il y a cette marche aujourd'hui à l'appel des organisations de jeunesse. Et puis après, les salariés, mais ça, c'est les salariés qui le décident. Ils décideront peut-être aussi de rentrer dans des mouvements de grève reconductibles ou dans des mouvements de blocage. Voilà, nous, on les appuie et on les soutient. À l'Assemblée, on utilisera tout le temps disponible pour faire notre travail, on déposera des amendements, on se battra pied à pied. Mais il est clair que dans le contexte et la manière avec laquelle s'organise la discussion, c'est pas à l'Assemblée qu'on gagnera. On gagnera dans la mobilisation, dans la rue, dans la grève. Et donc c'est pourquoi, en tant que mouvement politique, on y participe de manière active.